Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Yonis Next. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui a un CV long comme le bras. Normalien, énarque, il a été DGA d'Air France, président de Numéricable, PDG de la FNAC, président du directoire du Nouvel Ops, PDG d'Europe 1, président de Lagardère Active, président de CMI France et est aujourd'hui directeur général éco-gérant de Libération. Denis Oliven, bonjour, Bonjour, bienvenue parmi nous. merci de votre invitation. Une carrière, je le disais, dans le monde des médias, mais vous êtes aussi un intellectuel qui intervient dans le débat public. C'est à ce titre qu'on vous a demandé de venir avec nous aujourd'hui. Vous avez publié de nombreux essais, je citerai les trois derniers. Mortelle transparence en 2018, hein, Le délicieux malheur français en 2019, et puis le petit dernier, Un étrange renoncement, qui vient aussi de sortir chez Albin Michel. Alors ce sont des essais que je pourrais qualifier d'énervés, en tout cas de très punchy. D'ailleurs, peut-être est-ce là un reste de votre passion pour la boxe, dans lesquels vous assénez quelques uppercuts tour à tour et pêle-mêle aux nouveaux puritains, aux faux progressistes, aux procureurs qui pullulent sur les réseaux sociaux, aux écolos, à Greta Thunberg. Avec vous, hein, on va donc parler de haine en ligne et des moyens de la contrer. On va se demander à quoi la France aurait étrangement renoncé. On va aussi s'interroger sur l'avenir des médias et de la presse à l'heure de l'offensive woke. Mais j'ai une première question pour vous, Denis Oliven. Je le disais, hein, des essais punchy. D'où vient votre énervement? Est-ce que vous diriez, comme a pu le dire un jour Michel Sardou à la radio, que vous détestez ou que vous méprisez votre époque? Ah bah alors, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Non, j'aime bien le passé, j'aime bien la culture historique, j'aime bien notre héritage, mais je suis tout à fait passionné par le présent et très optimiste sur l'avenir. Tant qu'à prendre un chanteur, je préférais prendre Bob Dylan, The Time They Are Changing. On a un changement d'époque, mais il est passionnant. Non, alors pas du tout, je suis pas du tout conservateur et c'était pas mieux avant. Ok, donc ce sera mieux demain. Ah, je suis sûr que ça sera mieux demain. D'ailleurs, c'est une des thèses que vous défendez, on va y revenir. Le premier thème qu'on voulait traiter avec vous, hein, c'était celui de la fameuse transparence, de la haine en ligne, de tout ce qui se joue sur les réseaux sociaux. Donc en 2018, je le disais, vous avez coécrit avec l'avocat Mathias Chiche-Portiche Mortelle transparence. Est-ce que 3 ans plus tard, hein, parce que quand on relit ce bouquin aujourd'hui, il est encore très actuel, mais beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. 3 ans à l'ère d'Internet, c'est presque un siècle. Est-ce que vous feriez les mêmes constats, Denis Oliven? En gros, est-ce qu'il existe une bonne transparence héritée des Lumières et une mauvaise transparence, celle que vous appelez celle du tribunal du buzz? Non seulement je ferai le même constat, mais j'ai l'impression que ça empire. C'est normal d'ailleurs que ça empire. Donc le constat qu'on faisait, ça consistait à dire que on est confronté à la rencontre entre une technologie et une idéologie. La technologie, c'est évident, c'est le monde Internet, c'est les réseaux sociaux, c'est des plateformes qui permettent d'instantanément obtenir et diffuser des informations à l'échelle de la planète entière et sur chacun d'entre nous, ou de saisir d'ailleurs des informations sur chacun d'entre nous, puisque chaque fois qu'on consulte Facebook, je crois, on laisse une demi-douzaine ou une petite vingtaine de traces de nos comportements. Donc ça, c'est la technologie. Mais ça ne serait pas grave si ce n'était pas venu en collision ou si ce n'avait pas été, comment dirais-je, accéléré par une idéologie qui nous vient des États-Unis, qui puise probablement sa source dans l'histoire même des États-Unis, la fondation des États-Unis par des puritains, et pour lesquels l'homme doit être nu devant Dieu, c'est-à-dire que on doit être absolument transparent les uns aux autres, ce qui est la preuve que nous nous comportons selon les règles du bien et pas selon les règles du mal. Et ça, l'idée que, par exemple, la vie privée soit peut-être le paravent à des choses obscures, c'est pas du tout notre conception à nous, notamment nous Français, qui avons en quelque sorte inventé au XVIIIe siècle, notamment avec la Révolution de 1789, le droit à la vie privée, c'est-à-dire le droit pour chacun d'entre nous d'avoir un jardin secret qui ne dissimule aucune turpitude,
Si vous dissimulez des turpitudes, alors il est normal qu'on aille vous chercher, mais simplement le droit d'aimer qui vous voulez, de lire ce que vous voulez, de manger ce que vous voulez, sans qu'on soit obligé de le savoir. Et donc, voilà, ça, c'est en train de s'affaiblir au profit d'une vision puritaine qui dit qu'on doit tout savoir de nous, car si on veut cacher des choses, c'est suspect. C'est ce que Et disait Eric Schmidt, que vous voilà, citez dans votre bouquin. voilà. Si vous avez rien à cacher, pourquoi vous le cachez? Exactement, mais si, on n'a rien à Qui était le cacher. PDG de Google à l'époque, je On précise. n'a rien à cacher, non pas parce qu'on fait des choses répréhensibles, mais on a à cacher parce que c'est la protection de nos libertés et de notre quant à soi individuel. Malheureusement, ou enfin malheureusement, on n'est pas menacé par une force au-dessus de nous. C'est pas, comme je le disais au moment du livre, Adolphe, Google et Benito, Facebook, qui nous menacent d'une dictature. C'est nous-mêmes qui sommes les agents de notre propre suggestion, de notre propre asservissement, parce que c'est nous qui laissons des traces, c'est nous qui nous faisons des selfies, c'est nous qui nous exhibons. Et donc, il y a une mécanique très, très puissante parce que c'est nous-mêmes qui menaçons notre propre liberté. Et donc, on a intérêt à y réfléchir collectivement. Alors, vous citiez les Lumières. En l'occurrence, à l'époque, la fameuse transparence, elle s'affrontait à l'obscurité, voire à l'obscurantisme des puissants, des monarques, de la religion. Et en mettant un coup de projecteur sur des choses qui étaient cachées, on permettait aussi de faire avancer la démocratie. Comment on gère cette contradiction? Ah oui, c'est comme le mauvais cholestérol et le bon cholestérol. Il y a une bonne transparence, une mauvaise transparence. Il y a des progrès de la transparence qui sont tout à fait légitimes. Le fait que un ministre des Finances qui poursuit la fiscalité le jour, mais a un compte secret dans un paradis fiscal la nuit, soit démasqué, ça c'est un progrès de la transparence. Et je pense que le monde dans lequel nous sommes, la liberté accrue des médias, mais aussi les réseaux sociaux, participent activement à ça. Et ça, c'est bon. Ça, c'est le contrôle des pouvoirs, le contrôle des puissants. C'est légitime. En revanche, tout ce qui relève d'une transparence affectant la liberté individuelle, la privauté, le monde privé, le jardin secret, ça, c'est plus inquiétant. Il faut qu'on arrive à continuer de permettre le développement de l'un en essayant de freiner la transgression de l'autre. À propos des très nombreuses agressions sexuelles dont l'Église catholique a été coupable et s'est rendue coupable dans les dernières décennies, voire les derniers siècles, on a opposé le fameux secret du confessionnal, comme on a pu parler aussi du secret médical. Là aussi, il y a l'intrusion de la question publique dans quelque chose d'ultra privé. Est-ce que c'est quelque chose qu'on brandit pour se dédouaner d'actes délictueux, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit... en gros, est-ce que la République est supérieure à tous les dogmes, de ce point de vue-là en tout cas? Il y a deux sujets en fait. Il y a un premier sujet, c'est on voit bien que là, pour le coup, il y a une transparence à travers notamment les réseaux sociaux. Prenons l'exemple de MeToo, qui permet d'aider à dénoncer des phénomènes qui, sans ça, auraient été sans doute sous le boisseau. Donc, est-ce que MeToo a permis de faire avancer la cause de la lutte contre la violence faite aux femmes? Oui. Est-ce qu'il y a un risque de MeToo par la dénonciation qui n'est pas soumise aux procédures de l'état de droit, la contradiction, le droit de la défense? Oui aussi. Donc vous voyez bien que c'est une affaire d'équilibre. Moi, je trouve que dénoncer les crimes qui sont gardés sous le boisseau, c'est bien, mais ensuite la poursuite de ces crimes, elle doit se faire par les voies de droit. Donc il y a un équilibre à trouver entre la dénonciation et les procédures de jugement qui doivent répondre à des critères. Donc ça, c'est un premier sujet. Il y a un deuxième sujet que vous traitez qui est, est-ce que tout doit être transparent? Est-ce qu'il n'y a pas de droit au secret? Si, dans une société démocratique, il faut absolument le droit au secret. Et je dirais même le droit à l'oubli, je vais y revenir dans un instant. Le droit au secret, pourquoi? Eh bien parce que, par exemple, dans votre rapport avec vos avocats, si vous n'êtes pas couvert par le droit du secret, par le secret de la discussion avec votre avocat, c'est une atteinte fondamentale à vos droits. Si vous ne pouvez pas dire à votre avocat « j'ai fait ça, il faut que tu m'aides », eh bien, vous n'êtes plus en situation de vous défendre efficacement. Donc, et le secret médical et même le secret de la confession est légitime, sous une réserve.
Et d'ailleurs, je crois que cette réserve s'applique en droit français, je n'ai pas vérifié, mais ce secret professionnel peut être levé, ou vous avez même l'obligation de le lever dans certaines conditions. Je crois par exemple que si il y a un danger grave et immédiat pour un enfant et que vous ne le dénoncez pas, vous êtes susceptible de poursuites pénales. Donc un prêtre qui, dans le secret de la confession, aurait entendu dire qu'un enfant était gravement et immédiatement menacé et qui n'aurait pas agi, pourrait être poursuivi. Donc voilà, sous la réserve de permettre la poursuite des crimes et des délits, je pense que sous cette réserve-là, le secret est légitime. Je n'ai pas envie que vous sachiez, ni vous n'avez envie que je sache ce que vous dites à votre médecin, par exemple. Par exemple, votre employeur n'a pas à le savoir. Pour prendre un exemple concret de la vie quotidienne, et le droit à l'oubli, j'ai oublié cet élément, il y a un élément qui s'ajoute encore à ça, c'est le droit à l'oubli. On a vu, par exemple, que le fait que des choses que vous dites à 16 ans, ou que vous faites à 16 ans, puissent vous poursuivre toute votre vie, c'est absolument contraire à une société civilisée. Vous avez pu dire ou faire des conneries à 16 ans, et s'il en reste la trace numérique toute votre vie, et que quand vous allez voir un employeur à 25 ans, alors que vous n'êtes plus du tout le même, je parle d'expérience. Un jeune homme de 25 ans, une jeune femme de 25 ans n'est pas nécessairement celui qu'il était à 15 ans. Et donc, si vous êtes poursuivi toute votre vie par des choses que vous avez faites ou dites quand vous aviez 15 ans, c'est une société non civilisée. Alors, c'était pas un hasard si en plus de ça, vous aviez écrit en 2018 cet ouvrage avec un avocat. C'est que dans le fameux tribunal du buzz, vous êtes seul face à vos détracteurs et bien peu nombreux sont les avocats qui prennent votre défense si jamais vous avez précisément dit un truc il y a 10 ans. Et donc là, il y a quelque chose qui relève d'être jeté en pâture finalement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Il y a plus de procureurs que d'avocats, clairement. on a le risque auquel il faut qu'on fasse très attention, que tout le monde en fait l'expérience, qu'on peut être cloué au pilori, d'ailleurs de manière injuste, par le tribunal des réseaux sociaux, alors que vous ne seriez pas jugé du tout coupable par un tribunal normal. Donc il faut qu'on a... toute la question, c'est une affaire d'équilibre entre maintenir la liberté fantastique que les réseaux sociaux et Internet nous a donnée et faire attention à ce qu'ils ne mettent pas en danger des principes essentiels de notre vie commune. On a intitulé cette rencontre avec vous Quel rempart contre la haine. Il est bien précisément question de haine. La France a fait voter une loi qui s'appelle la loi Avia en 2020. Celle-ci a d'ailleurs été retoquée en partie, pas seulement, pas entièrement, mais en partie par le Conseil constitutionnel. Comment on fait pour lutter contre la haine en ligne? Est-ce qu'il y a une bonne manière de le faire? Est-ce que c'est par la législation que ça doit passer avant toute chose? Alors moi, je me méfie de l'idée de la haine en ligne, parce que la haine, c'est très flou comme concept. Je crois que la seule chose que dans un État de droit, une société démocratique, on doit poursuivre, ce sont les contenus illicites, les contenus qui enfreignent la loi, la diffamation, l'injure, l'incitation à la haine raciale, l'incitation à la violence, enfin des contenus qui sont prohibés par la loi ou les règlements. Et donc ça, déjà, c'est très important. C'est qu'est-ce qu'on doit poursuivre? Des choses qui sont illicites. Et illicites, non pas au regard des règles internes des plateformes, quand par exemple Pinterest ou Facebook ou Twitter décident que, je ne sais plus lequel, je crois que c'est Facebook, que le tableau de Courbet, La naissance du monde est obscène et l'interdit, ou qu'un tableau de Balthus est pédophile et interdit, c'est absolument inacceptable, parce que ça n'est pas à Facebook ou à Google ou à Twitter de décider ce qui est, de choisir le cadre de notre liberté. Donc, il faut que ce soit la loi. Deux, cette loi, elle doit être sous le contrôle du juge. C'est-à-dire que les décisions que prennent les plateformes de vérification pour empêcher les contenus illicites doivent être sous le contrôle du juge pour que l'arbitraire ne puisse pas régner. Troisièmement, on voit que cette loi, elle est plutôt à l'échelle européenne, et d'ailleurs la Commission européenne a proposé un règlement, donc c'est plutôt à ça c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'appuie, parce que évidemment on est un seul marché, si j'ose dire, enfin une seule société à l'échelle européenne, et il faut que les principes soient les mêmes pour tous. Moyennant quoi, on peut, me semble-t-il, c'est ce qui est en train de se produire, faire en sorte que les plateformes soient responsables. D'ailleurs, elles le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, les plateformes réagissent très vite quand il y a des incitations au terrorisme ou des contenus pédocriminels. Eh bien, cette obligation de réagir
Et cette obligation, cette responsabilité doit s'imposer pour tous les contenus illicites qui seraient sur les plateformes et qui menaceraient le débat public ou l'intégrité des personnes, hein. On avait évoqué d'ailleurs ce débat avec un de vos prédécesseurs à ce même siège, Henri Verdier, quand on avait évoqué le Digital Services Act, de la Commission européenne. Vous parlez de régulation des plateformes. Clairement, l'exemple le plus frappant a été celui de Donald Trump il y a quelques mois, quand Twitter et Facebook l'ont banni suite à ces déclarations intempestives qui ont donné lieu à la fameuse invasion du Capitole le 6 janvier 2021. Est-ce qu'elles ont pris les devants? Est-ce qu'elles ont répondu à une forme d'injonction de l'opinion publique? Est-ce qu'elles ont eu raison de le faire? Moi, et Dieu sait que je n'ai aucune sympathie pour Trump, et alors aucune, encore moins pour la prise du Capitole, mais je trouve incroyable que les plateformes décident d'elles-mêmes si le président des États-Unis ou un autre d'ailleurs ont le droit ou pas de s'exprimer en dehors de toute décision légale. Ça me paraît dingue. Au nom de quoi ce serait elles qui... Alors on dit, mais ce sont des entreprises privées. Après tout, elles ont bien le droit de le faire. Non. En fait, compte tenu de leur taille et du rôle essentiel qu'elles jouent, elles ne sont plus complètement privées. Elles sont comme une facilité essentielle, comme on dit en droit de la concurrence, du débat public. Donc, ça n'est pas à elles de décider, c'est aux juges et en fonction de la loi. Je vais vite là, mais si ça vous intéresse, on a publié avec un copain qui est avocat aussi, décidément, une note une note avec un think tank français autour de cette question qui fait une dizaine de pages ou une vingtaine de pages et dans lequel on détaille ce que pourraient être les mesures de régulation pour éviter les contenus illicites. Quelques mois avant l'élection présidentielle, peut-être que cette note mériterait d'être lue par les candidats. Je rebondis sur votre mot. J'entendais, bon, on va pas en parler, on va pas passer l'heure dessus, mais Éric Zemmour émettait une réflexion autour de l'affrontement entre ce que pouvait être la démocratie, que lui défend, et l'état de droit, qu'il estime, lui, être très clairement allant à l'encontre de la fameuse liberté d'expression. Comment on fait pour mieux valoriser l'état de droit versus une sorte de populisme je pense qu'il faisait référence évidemment aux lois Guesso en particulier qui, dans la tradition de l'extrême droite, sont un frein à dire tout et n'importe quoi. Ça n'a pas été assez relevé à mon sens, mais ces propos sur quand le peuple a parlé, les juges doivent se taire, me paraissent extraordinairement dangereux. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui distingue un démocrate d'un antidémocrate? C'est précisément ça. On voit que depuis maintenant 2 siècles et progressivement par étapes, les sociétés libres sont des sociétés qui reposent sur 3 piliers. Premièrement, l'élection des représentants par le peuple, la démocratie, le suffrage universel. Deuxièmement, la séparation des pouvoirs, le fait que le pouvoir exécutif n'est pas le pouvoir législatif et que ces deux-là ne sont pas le pouvoir judiciaire ou l'autorité judiciaire. Donc il y a des checks and balances, comme on dit. Tout n'est pas permis. Il y a des freins au pouvoir absolu parce que, comme disait l'autre, le pouvoir rend fou et le pouvoir absolu rend fou absolument. Donc freiner l'absolutisme par les contre-pouvoirs est une dimension essentielle de la liberté. Et troisième point, l'état de droit. L'état de droit, c'est le fait que le pouvoir, même élu, doit se soumettre notamment au corps des règles constitutionnelles. C'est pas parce qu'il a été élu par le peuple souverain qu'il peut tout faire. Il doit respecter les principes constitutionnels et notamment ceux qui sont intégrés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc remettre ça en cause, c'est ouvrir la voie. C'est d'abord lui qui est attaché à notre histoire, dit-il, c'est aller à l'encontre du progrès accompli depuis 2 siècles. Et c'est d'autre part ouvrir la voie à des choses extraordinairement dangereuses. Parce que c'est laisser le pouvoir sans contre-pouvoir et sans soumission à la loi suprême, donc nous exposer tous au risque de l'arbitraire. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Si aujourd'hui un législateur décidait que lors d'un procès, vous n'êtes pas obligé d'avoir un avocat, enfin qu'on peut vous priver d'un avocat, il ne pourrait pas le faire aujourd'hui parce que le Conseil constitutionnel sanctionnerait cette loi en disant bah non.
Et il y a des droits de la défense et ils sont partie intégrante d'un procès équitable. Si demain, on n'a plus cette autorité pour rappeler aux législateurs les principes fondamentaux sur lesquels nous vivons, vous voyez à quoi ça peut conduire. Un régime purement plébiscitaire. Un régime qui peut... Parce qu'on peut avoir un régime démocratique, c'est-à-dire avec une élection par le peuple, et qui ne soit pas un régime de liberté. On a un tas d'exemples. Clairement. Alors, je vois qu'il y a des questions qui commencent à être posées. Évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions. On prendra le temps, avec Denis tout à l'heure, d'y répondre. Dernière question sur cette thématique de la transparence et d'Internet. Est-ce que finalement, la grande utopie Internet des années même 1980-90, plus précisément 2000, est-ce que cette grande utopie n'a pas été complètement invalidée par les réseaux sociaux qui se sont juxtaposés à Internet jusqu'à quasiment faire disparaître cette forme de, vous avez cité Dylan tout à l'heure, cette forme de ce que John Lennon appelait une humanité as one, et Internet pouvait en être un des fondements. Est-ce que le réseau social est un... Non, je crois pas. Je crois qu'on est au tout début de la révolution numérique. Et il y a la partie réseaux sociaux pour la liberté d'expression, les échanges d'opinions, ce qui est quand même fantastique et génial. C'est dingue quand on y pense. Mais par ailleurs, il y a tout le reste. Il y a tout ce que le numérique a engendré comme progrès dans notre vie quotidienne. Et ça, on est au tout début. Ça va être encore augmenté par l'intelligence artificielle. Donc, on est simplement en train de changer. C'est une révolution qui est probable. Enfin, c'est en tout cas une des grandes révolutions industrielles comme la vapeur, l'électricité, mais probablement encore plus puissante que toutes celles qui l'ont précédée. Donc, on est à l'aube de cette révolution. Ah oui, je pense. On est à l'aube. Une question qui nous vient d'un auditeur spectateur, et c'est celle que j'allais vous poser. Donc, on va atterrir sur votre dernier ouvrage, votre dernier essai. À quoi a-t-on renoncé ? Vous faites d'ailleurs référence dans votre livre à Marc Bloch, grand historien tragiquement assassiné lors de la Seconde Guerre mondiale, qui avait écrit L'étrange défaite. Est-ce que c'est cette référence qui vous a marqué ? Oui, c'est une référence, mais enfin c'est un peu abusif parce qu'on n'est pas dans la même situation. Parce que vous l'avez faite. Oui, j'ai faite. Mais donc Marc Bloch avait écrit en 40 Une étrange défaite. Il essayait d'expliquer pourquoi la France avait été battue si vite et de manière si spectaculaire, et il remontait évidemment 10, 20, 30 ans en arrière. Et moi, j'ai été frappé de l'affaiblissement en France de la croissance, un mot qui est presque tabou aujourd'hui. Au cours des 40 dernières années, il y a 40 ans, on était le 5e pays du monde par notre richesse par habitant, et aujourd'hui, on est le 25e et on va continuer de dégringoler les marches. Si vous regardez, là, on vient de fêter la fin de l'ère Angela Merkel en Allemagne. Elle a régné, entre guillemets, pendant 15 ans. Si vous regardez sur ces 15 ans, la richesse par habitant de l'Allemagne, le PIB par habitant, a progressé 3 fois plus vite que chez nous. Résultat des courses, leur taux de chômage est la moitié du nôtre et leur dette sur le PIB la moitié du nôtre aussi. Alors quel effet ça a, cet affaiblissement de la croissance ? Sur la dernière décennie, on a 1% de croissance, c'est-à-dire ce qu'on avait en 1800. Avant toutes les révolutions industrielles, technologiques, économiques qui ont apporté les acquis qui sont les nôtres aujourd'hui. Quel est l'effet de cet affaiblissement de la croissance ? C'est très simple et ça va nous ramener à Zemmour, vous allez voir comment. Moins de croissance, c'est moins d'emplois, c'est moins de pouvoir d'achat, c'est moins de ressources pour les services publics. Comme on n'arrive pas à freiner les dépenses publiques, c'est donc moins d'impôts, c'est plus d'impôts, pardon, et c'est moins de capacité, moins de dynamique sociale, moins d'ascenseur social, moins de capacité, par exemple, à intégrer des populations immigrées. Il y a des pays qui ont plus immigrés que nous et qui n'ont pas du tout les débats que nous avons. L'Allemagne, par exemple. Si vous essayez de comprendre d'où viennent les principales difficultés françaises, pourquoi est-ce qu'un jour on a une crise des banlieues, pourquoi est-ce que le lendemain on a une manifestation des Gilets jaunes, pourquoi le jour d'après c'est le blues des fonctionnaires, pourquoi il y a le ras-le-bol fiscal, pourquoi on a la crispation identitaire dont le débat de la présidentielle montre à quel point il est aigu chez nous, tout simple, vous pouvez ramener toutes ces questions qui travaillent la France négativement à un point commun, l'affaiblissement de la croissance. Je ne dis pas que si on avait de la croissance, tout serait réglé, mais en tout cas, l'absence de croissance détraque tout ça. Et quand on essaie de comprendre pourquoi
Pourquoi est-ce que notre croissance est affaiblie? Elle s'affaiblit dans tous les pays riches, mais plus chez nous que chez les autres. Pourquoi est-ce qu'elle s'affaiblit? Eh bien, elle s'affaiblit parce que les valeurs, en fait, les facteurs qui permettent la croissance, c'est pas tellement matériel, c'est spirituel, c'est culturel, c'est moral. C'est pas moi qui le dis, c'est un grand historien de l'économie qui s'appelle Mokir. En étudiant le XVIIIe siècle, il le montre. Eh bien, nous nous sommes brouillés avec les valeurs qui fabriquent la croissance. Et ce qui me navre, moi, qui suis de gauche, c'est que ce sont les forces de gauche qui se sont brouillées avec le travail, avec l'entreprise, avec l'innovation, avec la mobilité sociale. Donc c'est ça que j'essaie de décrire, j'essaie de faire l'histoire de ça, rapide et j'espère pédagogique dans mon livre, et d'essayer de montrer ce que ça produit. D'ailleurs, on va venir sur le caractère de gauche, puisque vous dédicacez votre livre à votre ami récemment décédé, Henri Weber. On va y revenir rapidement. On a eu les 30 Glorieuses. Tout le monde connaît cette expression. Vous appelez les 2 siècles qui commencent en 1800 les 200 prodigieuses. Et puis tout à coup, là, il y aurait comme une forme de frein, assez brutal d'ailleurs, si on vous lit attentivement. Elles ont permis quoi, ces 200 prodigieuses? Le bien-être collectif, l'avancée des droits individuels? Oui, c'est ça. Je ne fétichise pas la croissance. Je n'ai pas la religion de la croissance. Ce n'est pas la croissance en elle-même. C'est la croissance en tant qu'instrument du bonheur. Enfin, en tout cas, du bonheur, non, pardon, du bien-être. Du bien-être. C'est-à-dire la croissance qui a permis de financer des logements décents pour tous, des équipements collectifs, des écoles, la protection sociale, l'amélioration de la santé. Je passe en revue rapidement dans ce livre les bienfaits de cette croissance et c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de l'humanité qui commence à l'aube et qui va jusqu'à 1880, disons, où le revenu est à peu près le même et la situation des hommes et des femmes est à peu près la même pendant plusieurs millénaires. Et tout à coup, paf, ça décolle et ça produit ce que nous avons aujourd'hui et que des pays en voie de développement n'ont pas encore et rêveraient d'avoir et leur population avec eux. Donc, interrompre ça... Alors, par ailleurs, je ne suis pas naïf. Je sais bien que cette croissance peut être inégale ou redistributive. Et surtout, je vois bien que la croissance des décennies dernières a eu un effet dévastateur sur l'environnement. Donc après, il faut se poser la question de savoir comment on renoue avec la croissance inclusive, enfin qui est juste, qui est égalitaire, et comment on renoue avec une croissance qui protège l'environnement au lieu de le détruire. Mais ça me paraît une voie beaucoup plus raisonnable que celle qui consiste à dire, comme certains écologistes radicaux, d'où mon opposition à eux, arrêtons tous, c'est comme ça qu'on va. Ça consiste à dire vous avez une maladie pulmonaire, donc arrêtez de respirer. Et ça me paraît pas la bonne idde. Ça y est, vous commencez avec les punchlines. Je parlais d'Henri Weber. Votre ami, un 68 art, si mes souvenirs sont bons, il avait d'ailleurs écrit cette thèse après 68. Ça s'appelait la répétition générale, donc je crois qu'il en est revenu puisqu'il est devenu un honnête social-démocrate. Est-ce que Henri Weber incarnait, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à vous plonger dans sa vie et son œuvre, une forme d'honnête homme. Et est-ce que c'est pas autour de ça finalement, est-ce que c'est pas ça votre propre crispation? Vous disiez les progressistes contre le progrès. Redevenir un honnête homme, alors je le précise, homme avec un grand H, disons un grand humain pour être œcuménique. Est-ce que c'est pas un peu ça qui nous a manqué ou qui a manqué au camp progressiste au sens large, de revenir un peu sur ses fondamentaux? Je dédie ce livre à lui parce qu'il est décédé pendant le Covid et que c'était un ami très proche et quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais en effet, il incarne cette idée parce qu'il est passé de la révolution à la réforme. Et donc, je me reconnais. Et du Colmao au Rotary Club. Au Rotary Club, je sais pas, mais en tout cas, je partage avec lui l'idée que le progrès par réforme successive est plus efficace que les ruptures qui ne mènent nulle part. Je pense en tous les cas que la gauche en France, là encore punchline, on a en France pas de pétrole, mais on a des idéologues. Quand je compare la gauche française aux gauches européennes, la gauche française est beaucoup moins empirique, elle est moins pragmatique. Par exemple,
quand on a été confronté à la montée du chômage, quelle idée géniale avons-nous eue que personne d'autre n'a eu au monde à part nous? Au lieu d'essayer d'augmenter l'activité, on a décidé de partager le travail. Résultat, on est l'un des pays, je ne parle pas des gens qui travaillent, les gens qui travaillent beaucoup, mais l'un des pays au monde qui travaille, des pays riches, qui travaillent le moins en termes d'heures par habitant. Donc difficile de produire de la richesse en travaillant moins. Devant la démocratisation de l'école, qu'est-ce qu'on a fait en France? On a moyenné, massifié, au lieu de faire ce qu'ont fait des pays voisins, c'est-à-dire concentrer les efforts sur les élèves les plus en difficulté, la plupart du temps issus des milieux les plus défavorisés. Donc, et on n'a pas fait ça, on a fait autre chose et on a échoué. On a, d'après l'OCDE, le système scolaire des pays riches, le moins efficace d'abord, mais surtout le plus inégalitaire. C'est quand même incroyable dans le pays de Jules Ferry. Donc on s'est trompé. Et là, on s'apprête à se tromper encore. On s'apprête à se tromper encore parce que j'ai été frappé du débat en Allemagne à l'issue des élections, des élections post-Merkel. Il y a eu un débat sur comment on décarbone l'économie, mais un débat comme on en a en France sur la décroissance, c'est-à-dire une force politique sur la scène française et avec une très forte influence dans les esprits qui dit la réponse pour réduire les émissions de CO2, c'est de faire imploser notre niveau de vie. C'est une réponse qui est juste absurde. Enfin, on a fait l'expérience en 2020. En 2020, en raison du Covid, le PIB a reculé de 10%. Et reculant de 10%, on a fait reculer d'à peu près 10% aussi les émissions de CO2. Moins 10% sur les émissions de CO2, c'est un objectif qu'on doit poursuivre. Mais moins 10% sur le PIB pour arriver à ce résultat, c'est beaucoup. Le PIB, c'est 2 milliards 500 000, c'est 2500 milliards d'euros. Donc 10%, c'est 250 milliards d'euros. Pour vous donner une idée, ça veut dire qu'on perd des ressources énormes. L'éducation nationale, le système éducatif français, c'est 150 milliards d'euros. Néanmoins, je me permets, alors on va répondre à la question comment concilier croissance et écologie. Néanmoins, les candidats, en l'occurrence les candidates, qui prenaient cette décroissance dans la primaire, ils ont été battus. De peu, mais ils ont été battus. Oui, mais il reste quand même des choses. Regardez le débat sur le nucléaire. Donc, en tout cas, on n'a pas pris le cap. On vient de le faire là maintenant un peu, le cap sur l'innovation. On est le 11e pays européen pour l'innovation. On a l'Allemagne devant nous, mais on a la Suède, la Suisse, des petits pays. Mais comment ça se fait? On a 1 point de PIB en moins consacré à la recherche et au développement que l'Allemagne. On a 10 points de PIB en moins consacrés aux universités que la Scandinavie. Donc on est complètement à l'ouest. On ne fait pas les efforts d'innovation, de recherche, de développement, de réindustrialisation ou de développement des services qui nous permettraient à la fois d'affronter le problème climatique et de renouer avec la croissance et l'emploi. Donc, de quinquennat en quinquennat, on fait la même chose. Alors, donc ça m'énerve. Oui, je vois bien. Vous avez quelques têtes de Turcs, mais vous avez aussi quelques grandes figures qui reviennent d'ailleurs de bouquin en bouquin, notamment Schumpeter, l'économiste dont tout le monde sait au moins la phrase sur la destruction créatrice. Donc, à partir des théories de Schumpeter, vous prouvez clairement que on peut. Alors, c'est pour répondre à la question. Peut-être que la croissance n'est pas le bonheur, mais comment concilier croissance et écologie? Vous vous dites, pour plus d'écologie, il faut plus de croissance, parce qu'il y a finalement une sorte d'effet multiplicateur, si on reprend un terme keynésien, de la croissance vertueuse à travers de l'innovation et à travers de l'optimisation. Grâce au progrès technologique, comment on peut convaincre? Alors d'abord, pourquoi et comment convaincre une population que cette croissance vertueuse existe et que par les progrès de la science, par l'optimisation, on peut y arriver? Vous citez notamment le nucléaire, évidemment. Il y a 4 facteurs d'émissions de CO2. Il y a la croissance démographique, la croissance du PIB, le montant d'énergie qu'on met dans la croissance et le montant de CO2 qu'il y a dans l'énergie. Donc, si on est complètement malthusien, on dit qu'il faut arrêter la croissance démographique. C'est ce que disait Malthus au XIXe siècle. Arrêter de faire la vilaine chose. C'est ce qu'a pu dire aussi le commandant Cousteau. Je ne pense pas que c'est la politique qu'on va suivre. Il y a une deuxième voie qui est l'arrêter la croissance du PIB. J'ai dit tout à l'heure l'effet dévastateur que ça aurait pour nous. Ce serait
un drame pour les pays riches, ce serait une tragédie pour les pays pauvres, ceux dans lesquels la population n'a pas encore accès à la santé, aux routes, aux revenus décents, aux médicaments, etc. etc. Donc cette voie me paraît absurde. Donc il reste deux voies, et ce sont celles que les économistes prônent, c'est réduire la part d'énergie dans la croissance. On l'a fait, hein, la plupart des pays riches ont commencé de le faire, même s'il faut le faire de manière plus vigoureuse, et réduire la part de CO2 dans l'énergie, donc sortir des énergies fossiles. Et ça demande à la fois des politiques publiques, par exemple des taxes carbone pour orienter la consommation, mais ça demande surtout des investissements dans l'innovation pour accélérer ce progrès technique. C'est pas que les inventions n'existent pas. La plupart d'entre elles sont déjà là en germe. C'est que l'engagement politique et financier en faveur de ces innovations n'est pas encore à la hauteur de la tâche. Alors, les écologistes vous disent, mais ouais, mais tout ça, c'est des rêves, ça n'existe pas. Mais c'est pas vrai. Toute l'histoire de l'humanité nous montre. Au 19e siècle, Malthus disait, devant la surpopulation, il faut tout arrêter, il faut arrêter de croître et de se multiplier, vive la chasteté. Non, on a fait des progrès de rendement agricole et on a réglé la question de la malnutrition. Dans les années 70, le Club de Rome nous disait, vous allez épuiser les énergies, il faut arrêter la croissance. Non, les innovations ont permis d'utiliser plus efficacement, moins intensivement les énergies et d'en trouver d'autres sources. Donc, on est confronté à ce défi. Et les écologistes disent il n'y a pas de croissance infinie dans un monde aux ressources finies, sauf qu'il y a une ressource infinie qui est le cerveau humain. Et une fois encore, ce que je dis, ce n'est pas une invention, ça existe aujourd'hui. Je prenais l'exemple de la recapture du CO2, c'est-à-dire les émissions négatives, ça existe aujourd'hui. Il faut juste qu'on investisse des milliards pour aller plus vite dans le développement de ces technologies. Donc, moi, ce n'est pas un techno-optimisme béat. C'est simplement la vérification qu'il y a des choses à faire tout de suite qu'on peut faire avec un peu d'efficacité et de volonté si on le décide. Alors, le temps passe, il y a pas mal de questions qui commencent à arriver. Moi, je voudrais qu'on bascule vers le dernier thème de notre rencontre. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce que vous venez d'évoquer. Néanmoins, vous êtes disons un homme de médias, un homme de presse. Je citais tout à l'heure les multiples activités, les multiples postes de direction que vous avez occupés. Il y a une question là sur le patron du JDD qui s'est fait remercier, repart acheté par Bolloré. Où en est la presse française? Est-ce que disons, pour essayer de coller à ce que vous avez dit, la presse française est un petit peu en train de suivre l'état mental du pays tel que vous venez de le décrire? Et est-ce que, alors vous êtes aujourd'hui à la tête de Libération, est-ce qu'il y a une voie de sortie pour la presse française, au moins sur la question de la liberté d'expression, peut-être aussi sur la question des business models? Et puis j'aimerais bien avoir aussi votre opinion sur le grand puritanisme qui ensevelit l'esprit de gauche, en particulier médiatique. Donc il y a beaucoup de choses. Commençons peut-être par l'état de la presse. Non, mais alors, la presse française, alors, elle ne va pas si mal, puisque la presse en général, notamment la presse quotidienne, on retrouve un modèle économique qui n'existait plus grâce aux abonnements numériques. Ça a commencé aux États-Unis avec le New York Times, le Washington Post, et maintenant ça arrive chez nous. Donc les titres de presse vont retrouver un modèle économique. Entre-temps, ils auront été rachetés en France. C'est un particularisme par des milliardaires. C'est-à-dire que la particularité française par rapport à d'autres pays, dans d'autres pays, il y a différentes configurations de capital pour les titres de presse. Certains appartiennent à des fondations, le Guardian en Angleterre, d'autres appartiennent à des familles qui n'ont que la presse comme activité, le New York Times. Les troisièmes appartiennent à le Frankfurter Allgemeine Zeitung. D'autres appartiennent à des milliardaires, Bezos avec le Washington Post. Mais le seul pays où tous les titres de presse appartiennent à des milliardaires, sauf La Croix qui appartient à une congrégation et l'Humanité qui appartient au PC, en dehors de ces cas-là, tous les autres appartiennent à des milliardaires. Donc c'est une plus ou moins, avec des formules plus ou moins. Donc ça, c'est une particularité qui justifie peut-être qu'en France, on réfléchisse à comment on protège l'indépendance ou la liberté des rédactions. Pourquoi ? Non pas que je sois hostile à ce qu'il y ait des journaux de différentes opinions. Je trouve légitime, c'est dans tous les pays du monde, qu'il y ait des journaux conservateurs, des journaux progressistes, des journaux qui sont rien, des journaux confessionnels et des journaux qui ne le sont pas. Enfin bon, au contraire, c'est le pluralisme. Ce pluralisme est nécessaire. En revanche, il y a une certaine
comment dirais-je, rigueur dans l'information qui, elle, doit être mise à l'abri du phénomène d'opinion. Et ça, il faut qu'on veille à ce que, quelle que soit la propriété du capital des titres de presse, ce souci de la rigueur soit obtenu. Et c'est d'ailleurs euh, pour protéger des rédactions à l'égard de leurs propriétaires, mais c'est aussi pour protéger les rédactions à l'égard d'elles-mêmes, parce qu'il faut que le lecteur soit aussi à l'abri des préjugés des rédactions. Donc c'est un sujet complexe, mais qui mériterait qu'on réfléchisse. Souvent, on dit que un média qui fonctionne, c'est un média qui précisément a une ligne éditoriale extrêmement anglais. Bon, Mediapart est un grand succès de presse. À l'autre côté du spectre, on peut citer Valeurs Actuelles ou même Le Point, qui ont des lignes éditoriales qui sont assez précises, dans lesquelles une partie, disons, de l'opinion publique peut se retrouver. Est-ce que, d'après vous, la garantie du succès pour un titre de presse, c'est plutôt sa ligne éditoriale ou c'est plutôt son modèle économique? En gros, passer d'un modèle papier à un modèle numérique payant. Ça, de toute façon, le passage au numérique payant est un impératif catégorique. Ça va se produire de toute façon. Et par ailleurs, il y a des titres de presse qui sont des titres d'opinion, enfin dans lesquels la ligne éditoriale très contrastée sur le plan de l'opinion est la garantie du succès, et d'autres, au contraire, qui fondent leur efficacité sur, en tout cas, la recherche d'une certaine impartialité, objectivité. Je ne sais pas, prenez un journal économique, il n'a pas les mêmes contraintes que un journal politique, disons, dont la politique est... Mais je pense que ce qui est essentiel dans une démocratie, c'est qu'on ait le pluralisme des opinions, que toutes les opinions soient représentées, et que dans chacun des journaux, d'ailleurs, chacun des journaux veille aussi à un certain pluralisme dans l'expression des opinions éditoriales, et puis qu'il y ait par ailleurs un souci de la rigueur et un souci déontologique de l'information. Les journalistes, c'est comme un peu des juges. Ils doivent avoir un souci de l'enquête contradictoire, notamment du respect de la vérité des faits, et ça, c'est universel. Voilà. Si ces deux conditions, si on fait en sorte que l'environnement satisfasse ces deux conditions, alors on a un pays libre. Vous co-dirigez aujourd'hui le quotidien Libération. Alors, on va pas revenir sur la grande histoire de Libé depuis Serge July et Sartre jusqu'à Laurent Geoffrin, qui était en charge juste avant vous. Est-ce que Libé reste un quotidien de gauche? Est-ce que ça reste un quotidien progressiste? Et vous-même, en tant que faisant une forme de guérilla contre le puritanisme de gauche, vous êtes très à l'aise à la tête de ce journal? Extrêmement à l'aise parce que moi, je m'occupe des chiffres, je m'occupe pas des lettres. Je m'applique à Vous moi-même. communiquez d'ailleurs souvent sur les bons résultats de Libération. Voilà, je m'applique à moi-même la prescription que je viens de faire globalement. C'est-à-dire que moi, je n'ai aucune incidence sur la rédaction de Libération. Moi, je fais en sorte que Libération prospère et se développe, mais c'est son directeur de la rédaction, qui est d'ailleurs élu, enfin proposé par moi, mais élu par la rédaction, qui dirige la rédaction. Et moi, je n'interviens d'aucune manière. Et donc, je respecte la liberté éditoriale de Libé, et Libé respecte ma liberté d'opinion. En général, quand je suis dans une émission de télé, je m'excuse auprès des lecteurs de Libé des choses farfelues que je vais dire, parce qu'évidemment, je ne suis pas exactement à la même place que Libé dans le panorama de la gauche. Mais Libé, d'abord... Vous en tirez hyper bien sur les éléments de langage. Je dois vous dire que là, tout à coup, il y a moins de punchline. Là, hein. Libé est un journal de gauche. Mais donc, c'est un journal tout de même. C'est un journal de gauche, mais c'est un journal. Donc lui, il essaie quand même, et de plus en plus, d'offrir à ses lecteurs des enquêtes, des investigations, des reportages qui soient indiscutables sur le plan du travail de recherche des faits. Et par ailleurs, il est de gauche. Alors comment ça se voit? Ça se voit par les pages idées, ça se voit par les éditoriaux, ça se voit aussi par les sujets qui l'intéressent. C'est-à-dire que Libé est beaucoup plus intéressé par l'écologie, le féminisme, la lutte contre les inégalités que d'autres sujets. Voilà. Mais c'est quand même un journal fait par des journalistes professionnels et qui veille à respecter des règles professionnelles. Libé n'est pas encore écrit en écriture inclusive, rassurez-moi. Non. Tant que vous êtes là. Je pense que le secteur de l'édition, comme on dit dans la presse, c'est-à-dire les gens qui corrigent les textes et qui veillent à qui interviennent entre l'écriture par le journaliste et l'impression, ceux-là seront très très hostiles à l'écriture inclusive, à mon avis. Alors, vous le remarquez en direct avec moi, hein, il y a des questions autour de le rachat de tout un tas de titres, de médias par Bolloré.
Au-delà de ce qu'on peut lire, entendre un peu partout, que Bolloré est en train de phagocyter la presse française quelques mois avant l'élection présidentielle, est-ce qu'on doit voir d'un très mauvais œil cette prise de participation majoritaire dans des titres, on pense au JDD en particulier, qui étaient jusqu'ici d'honnêtes titres, disons, cryptocentristes? Mais j'en reviens à moi j'ai dirigé à la fois, puisque j'ai dirigé Lagardère Active jusqu'à il y a 2 ou 3 ou 4 ans, je ne sais plus, 2017. Donc j'étais le patron. Possédé à Europe 1. Hein, ouais, Europe 1 et JDD. Et moi, à l'époque, j'ai veillé scrupuleusement à ce. Alors, ni le GDD ni Europe 1 n'étaient des journaux engagés politiquement, même s'il était arrivé que ça leur arrive, et ça leur avait coûté d'ailleurs assez cher à l'époque. Et donc, c'était des journaux ou des radios qui étaient centrés sur le journalisme. Et j'ai veillé à ce qu'en tout cas, tant que j'étais là, il n'y a jamais eu d'intervention sur la ligne éditoriale. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu un seul communiqué d'aucune société de rédacteurs de l'IB, du JDD ou d'Europe 1 pendant 10 ans, se plaignant de quelque intervention que ce soit. Donc là, changement de propriétaire, changement de ligne. Je ne suis pas au fond choqué qu'un propriétaire d'une entreprise privée de presse décide de la ligne de ce journal ou de cette radio. Ça, c'est son droit. En revanche, je reviens à ce que je disais, c'est son droit, sous réserve, me semble-t-il, de respecter le travail de la rédaction et sa recherche de l'exactitude des faits, et sous réserve que ça contribue au pluralisme. Aujourd'hui, si vous regardez le paysage des radios, il est relativement pluraliste. France Inter, Europe 1, RMC, RTL, vous avez un camailleux à peu près complet. Voilà, et la presse du dimanche, il va y avoir 2 journaux, l'un qui appartient à Bernard Arnault, l'autre qui appartient à Lagardère Bolloré. Donc Le Parisien pour LVMH. Voilà. Après, est-ce que ce sont des journaux qui tordent le cou à la vérité des faits, ou est-ce que ce sont des journaux qui respectent la vérité des faits? On va le voir à l'usage. Ok. Alors, je crois que là, on a fait un petit peu le tour. J'avais une dernière question un peu plus personnelle. Denis Oliven, vous êtes toujours un passionné de boxe? Malheureusement, je ne suis plus du tout en état. Ayant fait quelques sports difficiles dans ma jeunesse, rugby et boxe, je ne sais pas si c'est ça, mais je suis dans un état physique assez lamentable. Et donc, un jour, j'ai mal à l'épaule, le lendemain, j'ai une sciatique, et le jour d'après, j'ai un torticolis. Donc, comme la boxe, vous le savez, c'est beaucoup de mobilité. Je suis pas. Non, ça fait un bout de temps que j'en fais plus. J'en ai fait quand j'étais jeune, sérieusement. Après, j'en ai fait comme une espèce de gym de pré-retraité. Là, maintenant, je suis quasiment incapable d'en faire. Vous allez vous mettre au yoga, peut-être, comme tout le monde. Merci beaucoup. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Le replay sera évidemment disponible. Merci. Il faudrait, avant qu'on ne se quitte, qu'on redise le nom, mais évidemment, comme non seulement je suis en état physique lamentable, mais j'ai un Alzheimer, est-ce qu'on peut reciter le nom de la note du think tank auquel j'ai participé? Vous l'avez Là, de tête. Digital New Deal. Ça, c'est le think tank, c'est le Digital New Deal, et le titre de la note, parce qu'il est accessible sur Internet, ça va vous intéresser. Bon, Oliven, vous allez sur Digital New Deal, ça c'est le avec site. Votre nom, ça devrait... Vous regardez les notes récentes et vous trouverez cette note, Le Châtelier Oliven, ça peut vous intéresser. Et le titre du livre, c'est Un étrange renoncement. Un étrange renoncement chez Albin Michel. Voilà. Merci beaucoup, Denis Oliven. À très bientôt. Et puis j'espère que votre état physique va se délabriser. Merci à vous encore. C'était un plaisir d'être avec vous pendant une petite heure. Et merci à tous. Au revoir. Merci. Salut. Ciao.